Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va parler de vous, femmes connectées, qui avez participé très largement à notre enquête. Plus de 500 répondantes sur 2 semaines, c'est déjà un très beau score. Gageons que l'année prochaine, on réussisse à faire le double, ça ce serait chouette. Mais déjà, très bon retour pour prendre à chaud vos perceptions. Alors, premier constat. La femme connectée est sous-représentée dans les métiers du numérique, ça vous le savez, vous le vivez au quotidien. Quand on sait que 25% seulement de la population active intervenant dans le digital est féminine, il y a encore beaucoup de progrès à faire. La femme connectée est aussi une femme de plus en plus convoitée. Ça, c'est une super nouvelle. Très convoitée quand on sait que 9 milliards d'euros de PIB supplémentaire annuel pourrait être généré en Europe avec plus de femmes dans le digital. Il y a de quoi être fier et il y a de quoi aller chercher les opportunités. Talentueuse, vous l'êtes. Vous l'êtes parce que de plus en plus de rôles modèles émergent dans ce secteur du digital, sont mis en avant et nous donnent envie tous les jours d'aller plus loin, de reproduire et d'innover. Merci à tous ces talents qui œuvrent au quotidien. Alors, 5 enseignements de notre étude. Premier enseignement, la femme connectée est très engagée dans son entreprise, particulièrement engagée. 60% de nos répondantes déclarent porter des projets digitaux dans leurs entreprises. Plus de la moitié d'entre elles se forment au digital, font de la veille, participent à des salons, sont proactives. C'est une démarche très proactive qu'on tient à souligner ici. Deuxième enseignement, les femmes connectées ont une fibre entrepreneuriale très développée. Je crois que Stéphane Richard l'a évoqué juste avant. 26% de nos répondantes sont entrepreneuses ou en passe de le devenir grâce au digital. Quand on sait que moins de 5% de la population active est entrepreneur, c'est franchement une super performance. Wow. Beaucoup d'opportunités d'entreprendre avec le digital. Troisième enseignement, et pourtant, malgré toutes ces opportunités, vous êtes nombreuses à considérer que le digital n'est pas un levier d'amélioration de vos chances et d'accélération de vos carrières dans les entreprises. 76% de nos répondantes. Voilà, donc je pense que la journée va être vraiment importante pour essayer de balayer ces idées reçues. Maintenant, quelles sont ces entreprises qui ont pris le virage du digital ? Selon nos femmes connectées, nos entreprises digitalisées sont avant tout plus à l'écoute de leurs clients. C'est ce qu'elles vont chercher en premier lieu. Leur deuxième raison, c'est de développer des approches plus collaboratives. Et alors pourquoi ? Ce que nous disent les femmes connectées, c'est que c'est avant tout pour accélérer l'innovation, trouver des relais de croissance et développer de nouveaux services pour les clients. Maintenant, je vais parler d'une dernière catégorie de femmes connectées, celles que nous avons appelées les déçues, les dépitées du digital, celles qui considèrent que leur entreprise n'a pas pleinement pris le virage. Et pour ces femmes-là, c'est d'abord le management qui est en cause, c'est le management qui doit prendre les rênes, d'une part en désilotant les organisations, en faisant bouger la culture de l'entreprise. On a des entreprises, certaines, qui sont considérées comme une culture très vieillissante et pas complètement digitale. Et puis c'est évidemment en y consacrant plus de moyens. Des moyens dans la formation, des investissements digitaux, des investissements sur les nouveaux modèles de croissance. Voilà, pour les résultats de cette enquête, je vous souhaite une très bonne journée de la femme digitale. Nous pouvons introduire la table ronde. Merci Magali. Merci Magali. Merci. Alors pour commenter ces résultats, on a fait appel à 3 personnalités très impliquées sur les sujets du numérique et de l'entrepreneuriat. Merci à tous les 3 d'être là. Il y a 2 sujets en fait qu'on avait envie de creuser avec vous sur la base de cette étude. Premier thème, les femmes et le numérique. Trop peu, dit notre enquête. Alors Guy Mamoumani, président du Syntec numérique, d'abord êtes-vous d'accord avec ces résultats ? Et qu'est-ce que vous faites pour avancer ? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain pour faire avancer les choses ? Je suis d'accord avec ces résultats, mais si vous le permettez, je voudrais vous donner une petite sensation personnelle, là, parce que je suis très heureux de participer à cet événement. Je vous félicite vraiment de l'organiser. Et alors, en attendant que ça commence, je me suis baladé dans les couloirs,
Et je me suis dit, ah, c'est formidable parce que je dois ressentir ce que les femmes doivent ressentir 9 fois sur 10 dans les événements du numérique. Ah, bravo Vraiment. Guy. Et alors, si vous voulez, il y avait un petit truc. Alors, quand je croisais un homme, on se faisait un petit coucou, quoi, histoire de dire ah, mais toi aussi, t'es là. Et c'est formidable. Et donc, vraiment, je suis très heureux et je pense qu'on doit tous en prendre la graine. Et bravo pour ce succès. En effet, vous savez, l'industrie du numérique représente 400 000 personnes, dont 300 000 techniciens ingénieurs. Et il n'y a que 27,4% de femmes. Et encore, quand on dit 27,4% de femmes, on y inclut les fonctions support, le RH, marketing, très souvent, évidemment, où les femmes sont plus nombreuses. Et ce que je regrette le plus, personnellement, c'est que si on prend la population technique, il n'y a que 13% de femmes. Donc voilà, ça c'est le sujet. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 68 000 ingénieurs, il y a 13% de femmes. D'ailleurs, j'en suis sûr qu'il y en a dans la salle. Et puis il suffit d'aller dans les écoles d'ingénieurs pour voir ça. Donc c'est un vrai gâchis. Une vraie anomalie, et le Syntec numérique, avec Femmes du numérique, avec Talents du numérique, les trophées Excellencia, fait tout pour que ça change. Avec un très grand succès, puisque le taux est passé de 27,2 à 27,4. Vous voyez, bon, donc, il y a vraiment encore du boulot, et je crois que c'est le rôle de cette journée de contribuer à promouvoir cette idée qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas plus de femmes dans ce secteur. Il faut savoir que, par exemple, en Inde ou en Corée du Sud, il y a plus de femmes que d'hommes dans la technique. Donc, ce n'est pas une théorie du genre, il faut vraiment le dire. Et il faut parler aux jeunes filles, les plus jeunes possibles. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes très engagés dans le développement du coding à l'école primaire, pour que, depuis la plus tendre enfance, garçons et filles se disent qu'ils peuvent en faire leur métier. Bien sûr. On parle d'orientation scolaire. Peut-être Béatrice, Madame 100 000 entrepreneurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette façon de sensibiliser les plus jeunes aux métiers techniques peut-être ? Oui, alors tout d'abord, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Avant de vous parler de ce que fait 100 000 entrepreneurs, parce que j'en parlerai tout à l'heure, c'est vrai que je voulais réagir sur ces inégalités. Il y a une étude très très intéressante qui est sortie la semaine dernière, une étude de l'OCDE sur l'égalité des sexes dans l'éducation, qui s'intitule « Aptitude, comportement et confiance ». Et la confiance, c'est vraiment très important et c'est ce qui se ressort de cette étude. L'étude, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que les filles, les jeunes filles, elles sont plus performantes, plus investies, plus travailleuses. Elles passent beaucoup plus de temps que les garçons à faire leurs devoirs. Elles sont déjà très soucieuses de leur avenir professionnel. Et globalement, dans tous les pays de l'OCDE, et la France vraiment se situe dans les pays médians, les garçons sont beaucoup plus susceptibles de quitter précocement le système scolaire. Mais cette étude, elle nous dit une deuxième chose, et c'est là où c'est vraiment très intéressant, c'est que finalement, on se rend compte que les jeunes filles développent moins d'aptitudes dans les mathématiques et dans les sciences. Et pourquoi ? Parce qu'évidemment, il n'y a pas de fatalité. Mais en réalité, les jeunes filles ont beaucoup moins confiance dans leur aptitude à résoudre des problèmes scientifiques et mathématiques. Et tout ceci à cause d'un problème de confiance. Elles développent une véritable anxiété vis-à-vis des mathématiques, même les plus brillantes d'entre elles. Et du coup, elles ne s'autorisent pas à tâtonner, à faire des essais et à échouer. Et ça, c'est vraiment le fondamental de la démarche de l'expérience scientifique. Donc on a du coup ces deux constats qui sont implacables. Et pour cette raison, les jeunes filles ne vont pas naturellement vers les filières scientifiques, les filières technologiques, les filières informatiques. Et ensuite, quand elles font leur choix professionnel, forcément, ça joue. Et il faut savoir aussi que tout ceci est amplifié aussi par notre système éducatif, qui malheureusement est encore un peu trop genré. Alors, c'est en train de changer, mais il y a encore au niveau des professeurs, au niveau des parents également, les professeurs et les parents ont beaucoup plus d'attentes envers les garçons pour que ceux-ci choisissent des filières scientifiques ou technologiques. Et du coup, il n'y a pas de fatalité, c'est ce que vous disiez. Donc, on a vraiment quelque chose à faire au niveau de la confiance. Tous, en tant que parents, les professeurs aussi ont un rôle, les pouvoirs publics ont un rôle, et les acteurs associatifs également. Et ça, j'en parlerai ensuite. Ouais, j'aime bien cette idée de la confiance et de la responsabilité qu'on a tous sur ce sujet. Deuxième thème, que j'aime beaucoup, digital et entrepreneuriat, création d'entreprise. Je ne sais pas si on a souligné ce chiffre, mais dans l'enquête, il y avait 95% des répondantes qui disaient qu'elles considéraient que le digital facilitait la création d'entreprise. Alors, Dominique Dalle, d'Entreprendre pour apprendre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous faites au sein de vos mini-entreprises pour donner envie aux jeunes d'entreprendre ?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'Entreprendre pour apprendre, donc, c'est une association qui développe le dispositif mini-entreprise en milieu scolaire. On touche des jeunes de 10 à 20 ans. Sur la région Nord-Pas-de-Calais, on touche 7000 jeunes environ par an. Et on fait en sorte que ces jeunes vivent une aventure exceptionnelle, avec à leur côté un enseignant, forcément, et avec un chef d'entreprise. Et on va les porter tout au long de l'année pour qu'ils montent un projet de création d'entreprise. Alors, plus qu'un projet, ils vont vraiment fabriquer et vendre un produit. Et ils vont aller donc jusqu'à l'affectation des bénéfices, puisqu'ils vont avoir des bénéfices dans leur mini-entreprise. Ils gagnent de l'argent, c'est bien l'objectif. Et donc l'ordre de grandeur, c'est entre 500 et 800 euros de bénéfices, parce qu'on n'est pas là pour faire une vraie entreprise. Mais malgré tout, il y a quand même cet exercice pédagogique qui est mené tout au long de l'année. Alors pour vous donner quelques exemples, parce que nos mini-entrepreneurs sont forcément dans le digital, puisque de toute façon, c'est en eux. Donc quand ils démarrent une mini-entreprise, ils disent on va faire notre étude de marché. On va la faire sur Facebook, on va créer un compte Twitter, on va faire un site internet. Enfin voilà, ils sont à fond, beaucoup plus d'ailleurs que les accompagnants que nous sommes, parce que c'est en eux et nous on doit se forcer pour ça. Et donc voilà, ils se lancent dans ces projets. Je vais vous donner quelques exemples de projets. Il y en a un peut-être qui va vous parler, qui s'appelle Butterstick, qui était le gagnant du championnat national d'Entreprendre pour apprendre France l'année dernière. Alors Butterstick, ça parle à personne, sauf que on a découvert il y a quelques semaines qu'il y avait des affiches qui étaient dans Paris avec sur une exposition qui avait lieu au Palais de Tokyo, et l'affiche dans Paris, donc c'était un butterstick. Alors un butterstick, c'est quoi? C'est un stick de beurre, comme un stick de déodorant, mais à l'intérieur c'est du beurre. Et le principe, c'était pour les jeunes, c'était de dire, mais finalement, quand on se lève le matin et qu'on doit tartiner nos tartines, comme on se lève toujours un peu à la bourre, avec un stick, ça sera beaucoup plus pratique qu'avec un couteau. Et voilà, et ils ont fait un carton avec ça. Qui a inventé ça? Pardon, ils ont quel âge? Alors ils ont 15 ans. Ça leur semblait d'un naturel incroyable. On les a tous regardés en disant mais pourquoi on n'y a pas pensé avant eux? Et quand on l'a vu, quand on a vu que c'était en expo au Palais de Tokyo, alors je crois que voilà, les Japonais ont imaginé ça en même temps que nos entrepreneurs de marque en barrel. Et voilà, et donc ça fait un carton. Un autre projet que j'ai vu là dans la promo de cette année, des jeunes qui se disent mais finalement nos portables on les utilise à longueur de journée, on se plaint toujours qu'il n'y a pas de batterie et on vient à l'école en vélo. Donc il suffit de relier le vélo à la batterie du portable et emballer ses pesées, et donc ils viennent le matin, ils pédalent, leur portable se recharge et donc ils ont leur portable pour la journée. Voilà un petit peu des exemples. Et après, on a des exemples beaucoup plus traditionnels où on a des jeunes qui se disent on va créer donc, les soupes de Marie Groette. Donc, c'est la promo de cette année aussi. Alors, Marie Groette, c'est qui? C'est juste une légende sur le territoire de Saint-Omer. Et c'était une sorcière sur Saint-Omer. Et donc, ils font des soupes. Mais vous pouvez commander le matin vos soupes sur Internet et les recevoir le soir chez vous. Donc, voilà comment ils sont connectés. À Paris aussi? Non, à Paris, non. Non, il faut venir à Saint-Omer. D'accord. Voilà, donc voilà ce que c'est qu'une mini-entreprise. Et nous, ce qu'on constate dans les mini-entreprises, donc c'est un projet qui est mené dans une classe avec une vingtaine d'élèves. Les profs qui s'engagent dans ce type de projet sont forcément des profs qui sont passionnés par leur métier, parce que ça implique chez eux beaucoup de changements, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de déstabilisation. Ils sont plus profs dans une classe et plus le sachant à côté, face à des élèves. C'est des gens qui vont accepter d'être accompagnateurs de projets. Et donc ça déstabilise un peu quand même le quotidien. Donc les profs qui se lancent, la bonne nouvelle, c'est que c'est autant des hommes que des femmes. Donc les femmes osent aussi prendre ce type d'initiative. Et puis, ils le font en se disant, finalement, la génération Z, celle qui va arriver là sur le marché du travail, il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines en disant qu'il y a 40% d'entre eux qui veulent créer leur entreprise. Ce qui leur manque à ces jeunes, c'est l'énergie créative, peut-être même si l'énergie, ils l'ont, la créativité, ils l'ont, c'est de réussir à transformer ça en projet viable. Donc c'est notre rôle, c'est le rôle de l'enseignant, c'est le rôle de l'entrepreneur. Et donc on est tous ensemble dans cette aventure pour se dire on y va et on y va à fond. Et donc nous, ce qu'on a constaté dans nos mini-entreprises, c'est qu'on a regardé un peu les chiffres, en plus en ce moment avec la semaine de l'entrepreneuriat au féminin, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles ont toutes autant envie de créer? Et on a un chiffre qui est 36% des jeunes mini-entrepreneurs ont pris la direction de la mini-entreprise. Et donc 36%, on se dit zut, c'est pas 1 sur 2. Alors que dans nos classes, c'est 1 sur 2. Enfin voilà, il y a autant de garçons que de filles. Donc on sait qu'on a un travail à faire là-dessus. Et en fait, ce qu'on constate, ça rejoint un peu ce que Béatrice se disait, c'est qu'il y a peut-être un peu plus de manque de confiance en soi au démarrage chez les filles que chez les garçons. Et pour rebondir sur ce que Béatrice disait qu'elles avaient moins confiance sur les filières scientifiques. Moi, je me souviens d'un prof qui me citait une étude et qui me disait un cours de maths, quand on fait un cours de maths et quand on fait un exercice de maths, avec le prof de maths dans la salle de maths, les filles échouent plus que les garçons.
on fait le même exercice dans une salle de français, avec un prof de français, avec un vocabulaire plus littéraire, les filles réussissent plus. C'est drôle. Hein. Donc voilà, et ça c'est une statistique. Et donc, alors j'ai pas les chiffres parce que je suis très mauvaise en chiffres, mais voilà, on est vraiment sur. On est Bizarre vraiment sur ça, Dominique. Bizarre, hein. Et voilà, et donc il y a bien ce manque de confiance en elles. Donc nous, on a un travail à faire dans nos mini-entreprises pour que dès le démarrage, on développe leur leadership et qu'elles puissent se dire, mais moi aussi finalement, je peux être patron. Moi, ce que je me dis, c'est que j'ai entendu une fois un petit garçon qui m'a posé la question quand ils ont choisi la répartition des rôles et qui s'est dit qui va être patron dans la mini-entreprise. Il y a un petit garçon qui a osé, un jeune garçon de 14-15 ans, qui a osé lever la main en me disant « Madame, est-ce que ça peut être une femme ?» Bon, bonne question. C'est une très bonne question. Comment lui répondre qu'il ne fallait même pas la poser voilà. Et donc voilà, on accompagne ces démarches-là, mais c'est vrai qu'on sait qu'il faut booster les filles pour qu'elles aient plus de leadership que les garçons. Bien sûr. Et alors justement, Béatrice, de 100 000 entrepreneurs, une association qu'on affectionne particulièrement avec Catherine, puisqu'on en fait partie, comment encouragez-vous les femmes à créer des entreprises ? Alors, pour rebondir sur ce que disait Dominique, nous aussi, chez 100 000 entrepreneurs, on a eu ce type de questions. C'était des jeunes filles, carrément, qui, à la fin de l'intervention, allaient voir l'entrepreneur femme qui intervenait en disant « Mais vous êtes sûr qu'on peut être femme et entreprendre ?» Du coup, en voyant ça, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose de particulier pour les jeunes filles. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous, 100 000 entrepreneurs, ce qu'on fait par rapport à EPA, donc on est, comme vous, dans la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre, mais nous, on envoie des entrepreneurs dans les écoles pour témoigner de leur aventure entrepreneuriale. Donc on a imaginé une action un peu plus spécifique pour inciter les jeunes filles à entreprendre, justement devant ces retours qu'on avait de terrain. Et on s'est dit, finalement, il faut peut-être que l'on fasse cette action spécifique pour que inciter les femmes à aller dans les écoles pour que les jeunes filles aient des rôles modèles et qu'elles puissent se projeter dans le futur. Et le souci qu'on avait, c'est que dans notre réseau, il y a 2 ans et demi, 3 ans, on n'avait que 10% de femmes qui intervenaient chez 100 000. Donc on véhiculait malgré nous une image exclusivement masculine de l'entrepreneuriat. On est donc allé voir la ministre du droit des femmes de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, et on lui a dit, vous avez un plan entrepreneurial féminin ambitieux, on peut vous aider en amont, en travaillant sur les représentations de l'entrepreneur. Et elle a dit, OK, on y va, on vous fait confiance. Donc on a imaginé une action simple. Sur une semaine, toutes nos interventions seront réservées à des femmes. On fera des interventions, on fera des forums, on fera des conférences, on fera du buzz, on en parlera. Et du coup, ça incitera tous les réseaux féminins à nous rejoindre pour aller témoigner. On a mis dans notre premier comité de pilotage la Fédération Pionnière, la PCE et le réseau France Active. Et comme ça, on a démarré. Donc c'était vraiment une expérimentation. Les résultats, ils sont là. Donc cette semaine, c'est la 3e édition de la semaine de sensibilisation entrepreneuriat féminin. Il y a 2 ans, on a démarré sur 5 régions. Il y a 130 femmes qui nous ont rejoints lors de cette semaine. L'année dernière, il y avait 277 femmes sur 8 régions. Cette année, on a plus de 400 femmes qui vont témoigner ou qui ont déjà témoigné, puis ça va continuer un petit peu courant mars. On va sensibiliser près de 10 000 jeunes à l'esprit d'entreprendre au féminin. Super. Et on est présent sur 14 régions. Tous les réseaux nous ont rejoints. On travaille notamment avec le réseau Femmes du numérique. Donc ça, c'est parfait parce que du coup, ça diffuse l'entrepreneuriat numérique au féminin. Et c'est un vrai succès. Et on a des retours de jeunes filles qui viennent nous voir en nous disant « Mais c'est formidable, je ne savais même pas que je pouvais entreprendre. Donc maintenant, je le sais et ça va me changer la vie. » On a des jeunes filles aussi qui viennent nous voir en disant « Mais cette intervention n'a pas changé l'idée de ce que je voulais faire. La seule chose, c'est que maintenant, je vois plus grand. » Wow. Et c'est surtout ça, en fait. Les interventions d'entrepreneurs permettent aux élèves de se projeter et de voir plus grand. Bien sûr, bien sûr. C'est tellement important, les rôles modèles. Merci à tous vos témoignages. Alors peut-être pour conclure, en une phrase, qu'est-ce que vous aimeriez laisser aux participants aujourd'hui, Guy ? Oui, Guy, on ne vous a pas trop entendu, hein. On t'a pas entendu. C'est normal en même temps. Si vous me tendez la perche, je vais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que je trouve que c'est tout à fait fondamental. Il faut rappeler d'abord que nous sommes un pays qui crée beaucoup de start-up. Hein. Donc, si on veut qu'il y ait des femmes qui créent des entreprises, eh bien, il faut les attirer dans le secteur du numérique. Et c'est, je crois, par là que ça va pouvoir s'améliorer. Et un des points sur lesquels nous nous battons régulièrement, c'est celui de la différence salariale. Voilà, c'est très pragmatique, je suis désolé d'être très terre à terre, mais il faut se battre pour que les différences disparaissent. Alors il y a une étude qui vient de sortir où on a montré que dans l'industrie du numérique, il y a 5% d'écart
ce qui est déjà inadmissible, hein. Mais c'est mieux que tous les autres secteurs. Donc c'est quelque chose qu'il faut dire. Donc on fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, c'est une des missions de Femmes Numériques. D'ailleurs, dans mon entreprise, Groupe Open, je suis très fier. Au bout de 3 ans, on a fait un programme. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune différence entre hommes et femmes au niveau salarial. Donc ça, c'est un moyen de les attirer. Ensuite, vous avez eu raison de parler de modèle. Il faut être très proactif. Par exemple, nous avons fait élire à la présidence de notre fédération une femme, Viviane Ribeiro. Et c'est la première fois que, dans l'histoire de notre fédération, c'est une femme qui est à cette présidence. Donc, du coup, les jeunes filles, les femmes se disent, tiens, mais c'est accessible. Et il faut faire rentrer dans les conseils d'administration. Alors, évidemment, il faut aussi que vous, mesdames, vous vous présentiez. Je le dis souvent, j'ai du mal à faire entrer des patronnes dans mon conseil d'administration parce que je ne les vois pas. Donc, soyez présentes, engagez-vous, voilà, venez nous voir, et je vous assure que nous n'hésiterons pas à promouvoir vos idées. Alors, je vais terminer sur ma conclusion, si vous le permettez. C'est que je trouve que tout ça est un engagement absolument, indispensable, pas pour les femmes, indispensable pour nous tous, pour les hommes, les femmes, les enfants, le pays. Donc, c'est un engagement que nous devons tous prendre. Et c'est pour ça que, si vous voulez, par exemple, je me désolidarise totalement de ces entreprises plutôt anglo-saxonnes, hein, sur ces affaires de conservation d'ovocytes. Je rejette cette idée que pour être dans le numérique, il faut avoir des statuts spéciaux. Nous nous battons pour l'intérêt de notre famille, de notre pays, de l'humanité. L'égalité entre hommes et femmes n'est pas une question strictement féminine. Et bon, souvent j'entends parler de cette égalité nécessaire, par exemple, pour respecter l'équilibre familial. Mais pourquoi donc est-ce que ça serait une exclusivité féminine de devoir respecter l'équilibre familial? Merci mesdames, si vous nous aidez, nous les hommes aussi, à respecter notre équilibre familial. Bravo, merci. Merci. Magali, le mot de la fin? Non. Alors, moi, j'ai un chiffre qui me vient en tête. C'est que d'ici 10 ans, la moitié de nos emplois, de nos métiers auront disparu. Ils se seront transformés grâce au digital. Ça, c'est 2 études qui le disent, le MIT et le think tank Bruegel. Toutes les positions qu'on prend aujourd'hui pour se former, pour créer nos entreprises, c'est les positions qu'on aura acquises demain. Et l'équilibre, voire plus, se rétablira par la force des choses. Ces positions, c'est maintenant qu'il faut les prendre, et donc c'est une super opportunité. Et dernière idée pour moi importante, c'est qu'aujourd'hui, la notion même d'emploi n'a plus vraiment de sens. On peut être salarié, on peut être entrepreneur, on peut être étudiant, on peut être tout ça à la fois. Et la notion même d'emploi, tous ces rythmes-là, ils sont permis grâce au digital. Et tout ça, ce sont vraiment de très belles opportunités. Merci Magali. Merci à Guy. tous. Merci Béatrice, merci Dominique, on vous applaudit. Merci.